Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis Marie-Pierre Favre, directrice du développement international pour le groupe INSA. Et donc, au nom du groupe INSA, bienvenue pour ce troisième INSA Talk, Londres, tremplin dans le monde informatique. Alors, vous êtes 140 élèves ingénieurs inscrits et je suppose que la participation là, va croître d'ici quelques minutes. Représenter également quasiment toutes les écoles membres du groupe, donc encore une fois, une belle diversité. On a bien sûr nos invités outre-Manche. Je crois qu'il y a aussi quelques diplômés qui nous regardent outre-Atlantique. En tous les cas, bienvenue à tous. Donc, vos micros sont éteints. Par contre, on vous invite bien sûr à poser toutes vos questions via le chat. Et nous avons ce soir deux rapporteurs. Donc, Mireille Ducassé, elle est directrice des relations internationales à l'INSA Rennes. Elle est également professeure en informatique. Et pour l'accompagner, Arthur Furet, étudiant en troisième année du département informatique de l'INSA Rennes. Nous avons également Samuel, fidèle au poste pour toute la partie technique. Alors, nous avons ce soir le privilège d'avoir 4 invités et je vais sans plus tarder passer la parole au premier d'entre eux, Georges Soto-Romero, qui est directeur de l'ICIS Castres, une des écoles INSA partenaires. Il est également vice-président aux relations européennes et internationales pour le groupe. Georges, c'est à toi. Merci Marie-Pierre, chers tous. En organisant cette rencontre, le groupe INSA a voulu traduire sa volonté d'affirmer son positionnement de leader français en recherche et en formation supérieure en ingénierie. Pour l'ensemble de la communauté INSA, dont les directeurs que j'ai le plaisir de représenter ce soir, le rayonnement du groupe INSA au niveau national infuse au niveau international et vice-versa. Dans cette volonté, le rôle des alumni est primordial, car vous incarnez notre savoir-faire en matière de formation en ingénierie, à la française, mais encore plus, vous êtes des vecteurs de transmission des valeurs d'engagement et d'humanisme que porte notre groupe. Le temps de ce soir s'organise dans un contexte évolutif et incertain. Je pense qu'on peut citer la crise sanitaire, tout le monde l'a en tête, également le Brexit, et cela nous permet de nous interroger sur nos habitudes. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité d'aller s'installer à Londres? Est-ce que c'est facile ou difficile d'aller y travailler? J'espère que les témoignages des intervenants de ce soir, lors de cette INSA Talk, nous permettront d'apporter des réponses. Notre groupe à ce jour, c'est plus de 10 spécialités en lien avec l'informatique. Comme l'a dit Marie-Pierre, je connais assez bien une spécialité en informatique pour la santé, ce qui me permet de dire ou d'affirmer que s'il y a bien un des secteurs dans lesquels nos ingénieurs diplômés INSA partenaires s'exportent bien, c'est dans l'informatique. En général, il y a des métiers récents autour de la data, de la sécurité, des applications ou encore des objets connectés qui sont en pleine expansion et dans lesquels nos INSA liens rayonnent. J'espère que ce soir sera le début de nouvelles idées, voire de nouvelles aventures, avec pourquoi pas une escale à Londres très prochainement. Merci à Marie-Pierre et merci à tous. Merci beaucoup, Georges, pour ta présence ce soir, pour ce propos introductif. Et s'il fallait encore le rappeler, eh bien, la marque l'importance de la dimension internationale dans le modèle INSA et bien sûr dans notre stratégie de développement. Alors, l'INSA Talk, c'est un nouveau concept qui a été lancé en décembre dernier et je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à des éditions précédentes. C'est donc un partage d'expériences, l'opportunité de recréer du lien entre les diplômés et leur école et un échange également donc, entre les élèves ingénieurs du groupe et les diplômés. C'est un rendez-vous mensuel qui peut concerner une thématique très transverse, et c'était le cas le mois dernier avec le volontariat à l'international, ou au contraire un domaine d'études plus spécifique comme c'est le cas ce soir. INSA Talk, ça doit vous permettre de développer vos réseaux, de fédérer notre communauté INSA autour de valeurs, de partage, de bienveillance, de solidarité, et en y rajoutant bien sûr une touche internationale. Enfin, à l'heure où vous, les étudiants, êtes privés de mobilité internationale, eh bien, je l'espère, c'est une ouverture supplémentaire que nous vous proposons ce soir. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de passer outre-Manche et d'aller rejoindre nos diplômés
Cyril, Guilhem et Laetitia, qui sont tous trois basés à Londres. Cyril est diplômé donc, de l'INSA Centre-Val de Loire en 2016. Il est Information Security Manager pour Uniqlo. Guilhem représente l'INSA de Rennes 2006, cofondateur et Chief Product Officer de l'application rencontre Once. Et enfin, Laetitia porte les couleurs de l'INSA Lyon, diplômée en 99. Elle est Managing Director chez Accenture, Head of Data and AI Europe, and she's also Global Lead for Conversational AI. Alors, je vous demanderai à tous trois de bien respecter le timing des 6 minutes. Nous ayons ensuite un bon temps d'échange. Cyril, the floor is yours. Très bien, merci Marie-Pierre. Donc effectivement, bonjour à tous. Cyril Touretin, promo 2016 de l'INSA Centre-Val de Loire, donc plutôt récent dans le monde du travail. J'ai pu, pas informatique au sens large, mais plutôt assez spécialisé de l'INSA Centre-Val de Loire dans la promo sécurité et technologie informatique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez spécialisé en cybersécurité. Moi, mon parcours, pour revenir rapidement, j'ai commencé donc à Centrale, j'ai fait l'école à Bourges. Ensuite, je suis allé à Paris pour travailler 2 ans dans le conseil, donc autour de la sécurité. J'ai fait consultant en gouvernance, risque et conformité dans différentes sociétés de conseil spécialisées cybersécurité à Paris. Donc, travailler dans plusieurs grandes banques principalement et pour divers clients. Mon but de l'expérience à Paris, c'était la porte d'entrée facile du travail, entre guillemets, dans notre domaine. Beaucoup d'entreprises en cybersécurité sont basées à Paris. Porte facile, entre guillemets, en sortant d'école. Donc le but, c'était évidemment de découvrir le domaine, de prendre de l'expérience rapidement en faisant du conseil parce qu'on découvre plein d'environnements clients très, très différents, avec que ce soit des très grosses sociétés, en travaillant dans une petite société de conseil, et dans des environnements, dans des domaines très différents, le bancaire, la défense, des cabinets d'avocats, etc. Et un des gros atouts parisiens aussi, en tout cas moi qui m'a beaucoup servi, c'est la partie réseau. Donc réseau professionnel, c'est que ça m'a permis effectivement, en rentrant dans le domaine, en étant junior dans le domaine du conseil et de la sécurité, ça permet de rencontrer beaucoup de gens, de vite avoir des contacts et entre autres, c'est grâce à ces contacts-là que moi, j'ai pu partir ensuite, au bout de 2 ans, à Londres. Donc, en fait, j'ai quitté mon poste à Paris. Je voulais absolument partir à l'international. Donc, j'ai démissionné sans avoir de poste. Ce que on a la chance de pouvoir faire, en tout cas dans notre domaine, nous, de cybersécurité, tellement il y a de travail. Et il s'avère que j'ai trouvé une opportunité via mon réseau parisien à Londres pour aller monter une équipe chez Uniqlo, au siège Europe de la société du coup Uniqlo Groupe Fast Retailing. C'est pour ça qu'il y a des logos aussi que vous devez connaître, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, qui sont des sociétés du groupe. Et donc depuis septembre 2018, un peu plus de 2 ans et demi, j'ai déménagé à Londres pour finalement monter l'équipe sécurité chez Uniqlo. Donc l'opportunité, c'était évidemment d'avoir une promotion très rapide en bougeant à l'international sur un poste qui était tout de suite super intéressant et au bout de 2 ans d'expérience, vraiment positif. C'était un périmètre international puisque mon périmètre d'action est toute l'Europe. Donc on est implémenté dans 9 pays d'Europe, plus c'est un travail quotidien avec une équipe au Japon. Donc c'est vraiment intéressant. Et donc l'équipe est franco-anglaise aujourd'hui en Europe et on travaille avec le Japon et beaucoup d'autres régions dans le monde. Voilà. Donc pour moi, Londres, c'était ce que je décrirais comme le premier pas à l'international facile, puisque c'était pas loin de Paris. Il y avait une proximité de réseau professionnel qui était très importante. C'est-à-dire que beaucoup de gens que j'avais croisés dans le milieu à Paris avaient fait des missions ou connaissaient des gens sur Londres. Il y a un échange, c'est 2 heures et demie de train à Paris-Londres, donc il y a un échange des réseaux qui est vraiment très très fort, ce qui est très intéressant et ce qui ouvre vite des portes en fait entre les deux villes. Pour moi, Londres, c'était aussi un choix parce que pour le critère de langue, ça peut paraître évident, mais l'anglais est la langue la plus internationale, donc
aller dans un pays où je connaissais déjà la langue et dans notre domaine informatique, on est quasiment obligé de parler anglais ou en tout cas de comprendre et de lire l'anglais. C'était pour moi hyper important d'aller le développer, puisque après ça ouvre la porte en fait à plein d'autres pays finalement. Londres, c'est aussi siège européen de plein d'entreprises internationales, de grosses entreprises américaines qui veulent se développer en Europe, viennent s'insérer à Londres. Dans le cas d'entreprises aussi asiatiques, Uniqlo par exemple, c'est siège à Londres pour la partie Europe. Donc c'est aussi super intéressant d'avoir des très gros partenaires et des très grosses entreprises sur Londres. Et alors, moi, quand je suis parti, une autre facilité de Londres, c'était le visa travail, puisque à l'époque, le Brexit n'était pas finalisé comme aujourd'hui, on va dire. Et donc, il était encore possible d'aller à Londres sans aucun visa de travail, et donc en tant qu'Européen, et de pouvoir avoir cet accès finalement à un marché du travail à Londres qui est quand même très facile. Donc ça, c'était un peu pour moi l'environnement, le pourquoi d'arriver à Londres facilement. Et la suite, c'est je vais pas forcément, pour l'instant, je ne pense pas rester à Londres très longtemps, mais c'est pour moi le premier pas vers l'international et qui en fait ouvre des portes sur l'Asie, sur les États-Unis, parce que quand vous avez déjà une ligne dans le CV où il y a 2 ans à Londres, en fait ça prouve que vous savez travailler dans un environnement international, vous maîtrisez l'anglais parce que vous avez une preuve et, euh, et c'est un réseau international qui est très très fort. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais à Londres. Voilà. Je suis dans mon timing. Bien. Ouais, merci beaucoup, Cyril. Alors, proximité, opportunité, réseau, quelques mots-clés que j'ai retenus. Voilà. Guillaume, tu peux, toi, nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a porté à Londres? Guilhem, tu nous entends? Ouais. Ouais. Voilà. Moi, donc, je suis sorti de l'INSA de Rennes, département informatique en 2006. Et j'ai commencé par une carrière de consultant assez classique en France. D'abord dans une grosse structure qui s'appelait Amadeus en Côte d'Azur, qui est un leader mondial de la réservation de billets d'avion. Donc c'était vraiment une méga structure, mais déjà à portée internationale. Et puis j'avais eu la chance de faire 6 mois d'études aux États-Unis dans ma dernière année INSA. Donc je voulais garder cette portée internationale. Et par contre, c'était un environnement d'une très grosse structure qui, moi, me convenait assez peu en termes de vélocité, d'environnement de travail. Du coup, je suis revenu en Bretagne, justement à Rennes, et j'ai travaillé encore comme consultant dans deux sociétés de services, JFI, IDEAPS, où très vite, c'était des structures plus petites où j'ai pu faire mes preuves plus facilement et monter en responsabilité beaucoup plus facilement. Et surtout, j'ai pu un peu choisir les projets vers lesquels je me dirigeais. Et je me suis très vite spécialisé dans le mobile, avec des projets iPhone et plus spécifiquement Android au fil du temps. Donc du développement, puis de la gestion de projets, des réponses à appels d'offres, du travail en R&D chez Orange. Notamment. Et puis après, pour beaucoup de clients grands comptes, j'ai fait des applications pour TF1, pour Bouygues Télécom, voilà, avec des applications B2C, mais toujours du côté consultant, dont l'objectif est de répondre à un besoin technique et pas d'avoir une vision globale sur un produit, sur une entreprise. Et puis à ce moment-là, il m'est arrivé un truc un peu bizarre. J'étais en vacances et je reçois un mail sur LinkedIn de quelqu'un qui me dit je vais lever 3 millions d'euros et j'ai besoin de monter une équipe et je te propose de te payer 5 000 euros par mois et tu viens travailler avec moi. Du coup, je me suis dit, voilà quelqu'un d'assez cinglé. C'était relativement inhabituel dans mon environnement. Et du coup, j'ai rencontré la personne et elle avait un background entrepreneurial assez sérieux. Elle avait commencé à monter une équipe un peu sérieuse. Du coup, j'ai réalisé un rêve de devenir entrepreneur et donc j'ai suivi cette personne en me disant si même 10% de ce qu'il se raconte se réalise, ça devrait être assez funky. Et du coup, il s'est passé beaucoup plus que les 10% de ce qu'il a raconté, puisqu'il a effectivement levé d'abord 3 millions.
On avait pour objectif de s'installer aux États-Unis, et puis on a vite compris que 3 millions, c'est des sommes énormes en Europe, mais aux États-Unis, qui est un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus compétitif, c'était trop ambitieux, donc on s'est rabattu sur l'Europe, et il fallait réunir l'équipe qui était dispatchée à travers la France quelque part. Et là, on a choisi Londres. On a choisi Londres parce que les personnes ne voulaient pas aller à Paris, et puis on voulait des moyens de rayonner sur l'Europe et de conserver une culture internationale. Et du coup, on s'est installé comme ça du jour au lendemain. On a pris nos valises et on s'est installé à Londres, et puis on a commencé à recruter. Et donc, Londres a été un super vivier de talents et une opportunité de garder une ambition internationale. Et voilà, et on a fait le vrai roller coaster de la start-up avec des hauts et des bas. On a ensuite enchaîné sur une deuxième levée de 4 millions de dollars, puis une dernière levée de 2 millions de dollars. On est monté jusqu'à près d'1 million d'utilisateurs par mois. Et puis on est redescendu très bas, comme dans une start-up. Et puis il y a moins d'un mois, on a réussi à revendre la compagnie pour une valorisation de 18 millions de dollars. Et depuis, je suis toujours à Londres. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à Londres. J'ai passé les 5 ans à Londres. Et pour nous, c'était la plateforme idéale pour rayonner à l'international, garder une culture internationale. Ça nous a aussi permis de garder la tête froide, parce que là où on a été le plus influent, ça a été en France, avec des campagnes télé, des campagnes métro. Du coup, ça ne nous a pas trop montré à la tête. On est resté vraiment plongé dans le travail en permanence. Ce que j'apprécie particulièrement dans Londres, c'est le gigantisme de l'environnement technologique. Là, on va retrouver l'intégralité des GAFAM. J'ai eu l'occasion de faire des entretiens chez Facebook, d'aller plusieurs fois chez Google. Donc, et énormément de startups avec énormément de moyens pour lever des fonds. Du coup, il y a moins de barrières psychologiques sur l'ambition des projets. Et le rapport au travail est différent, le rapport à la prise de risque est très différent de la France. Et comme le disait avant Sylvain, c'est la meilleure étape, c'est l'étape la plus simple pour s'expatrier, pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Et une fois qu'on a fait cette étape-là, tout le reste de l'international devient forcément très très simple. Parce qu'on a pris de l'aisance avec l'anglais, parce que Londres rayonne, parce que beaucoup des grosses boîtes internationales ont des bureaux à Londres. Et en vrai, ce n'est pas une vraie expatriation, parce qu'il y a un nombre de Français absolument colossal. Donc, si on veut avoir une vie de bon Français à Londres, c'est possible. Si on veut avoir une vie d'entrepreneur californien, on peut aussi. Et on a le luxe du choix dans ce domaine-là qui est vraiment passionnant. Voilà. Cela dit en passant, on reste confiné comme tout le monde, et Londres est extrêmement cher pour des gens confinés. Et du coup, peut-être je rentrerai en France dans les mois qui viennent, mais à choisir, si j'étais jeune, je prendrais ma valise, je partirais à Londres, je trouverais les solutions pour ces nouveaux visas de travail, et j'aurais aucun regret. Voilà. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est prenez des risques. Tant que vous êtes jeune, il y a tellement à apprendre et tellement à gagner. Voilà pour moi. Merci Guilhem. Donc, prise de risque. Restez connecté pendant les vacances. Si quelquefois il y a des messages comme ça avec des millions, moi je suis intéressée. Un peu d'audace, on l'a compris. Donc, cet esprit entrepreneurial, une culture professionnelle aussi particulièrement propice à Londres. Alors, last but not least, Laetitia, qui va aussi nous faire partager son parcours, son expérience. Laetitia. Merci Marie-Pierre. Donc, moi, j'ai un parcours un peu différent parce que je suis peut-être la génération avant 2000. Donc, je suis sortie de la promo IF en 99. Donc, j'étais à Lyon. J'étais théâtre-études. Et j'ai fait ma dernière année d'INSA en UK en échange. Et bon, je sais qu'Erasmus maintenant c'est plus là, donc ça va être un peu plus compliqué au niveau des bourses et des choses comme ça, mais c'était un bon tremplin pour moi. Donc j'ai fait un parcours IF. En fait, la culture, moi, ce qui m'a
juste sur les études et les opportunités de faire des échanges à l'étranger, moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup parce que c'est vrai qu'en France, on est très... les études d'ingénieurs sont quand même très assez rigide et on pousse vraiment en France. Et en fait, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que la qualité de quand on sort de l'INSA, c'est un rayonnement vraiment international. Moi, je sais, j'ai fait ma dernière année en échange et j'ai fini avec un first class. Donc, en fait, mention très bien, alors qu'à l'INSA, j'ai bossé comme une malade pour arriver à faire les choses. Donc, en fait, il faut aussi la perspective la perspective que la qualité de l'enseignement INSA est quand même massif. Et quand on se retrouve dans un environnement, au niveau de l'ingénierie, on est très très fort. On a beaucoup de disciplines, on a beaucoup de concepts, on est très flexible, et ça c'est très important. Par contre, les choses où l'Angleterre apporte un peu plus, c'est sur les soft skills. C'est-à-dire que toutes ces négociations, un peu de marketing, pouvoir articuler clairement les choses, pour faire des levées de fonds, comme Guillaume disait. Il y a pas mal de talents, en fait, qui sont un peu complémentaires en Angleterre et en France, de ce côté-là. Donc, en fait, moi, je suis sortie en 99, c'était le dot-com boom, donc j'ai eu beaucoup de chance. Ça partait drôlement. J'ai fait les premiers gros sites dot-com, en fait, en Europe. Je travaille chez Accenture, je suis toujours là-bas. J'ai commencé à Sophia Antipolis. Donc, en fait, moi, je suis rentrée dans une société internationale et à Sophia Antipolis, en fait, c'était à l'époque, technologie dans Accenture, c'était pas grand-chose. En fait, c'était Andersen Consulting, c'était même pas Accenture. Donc, c'était encore on était 35 000 employés à l'époque et la technologie, c'était pas très important pour Andersen Consulting. C'était plutôt une société d'audit. Et maintenant, chez Accenture, on est 500 000 personnes dans le monde. Donc, on est une grosse structure. À l'époque, en fait, on était un centre européen de technologistes qui aidait à prendre la vague des dot-com. Donc, on a fait partie de l'inception des plus gros sites internet pour nos clients. Et c'était assez magique. Là, j'avais une carrière déjà très européenne. J'ai travaillé à Bruxelles, en Allemagne, j'ai travaillé beaucoup à Londres. Et après, en fait, comme le dot-com, ça marchait bien et que la technologie, c'était assez porteur au niveau de la transformation. En fait, on a commencé à créer des hubs un peu partout en Europe. Et là, on avait besoin de gens qui connaissaient en fait le métier et en fait faire grandir les équipes un peu partout en Europe. Donc c'est comme ça que je suis allée à Londres. C'est aussi parce qu'à l'époque, je suis partie à Londres en 2007. J'étais devenue maman. Et c'est vrai que je voyageais beaucoup, c'est super la carrière internationale. Et Londres aussi, ça me permettait d'avoir beaucoup de clients sur place et d'avoir une vie de maman in tech ou de woman in tech qui était plus balancée parce que j'avais pas besoin de prendre un avion le lundi et puis revenir le vendredi. Et aussi la culture anglaise est un peu moins patriarcale que la culture française pour les demoiselles qui nous écoutent. Et c'est vrai que c'est plus facile, je pense, pour les femmes d'avoir plus d'opportunités, par exemple dans la culture anglo-saxonne que dans la culture française. C'est plus facile d'être écoutée, c'est plus facile d'être respectée. Il y a beaucoup de choses qui sont plus flexibles quand on est dans cette partie-là de la vie. Mais bon, vous en êtes un peu loin. Comme disait Guillaume, en fait, j'aimais beaucoup son pitch. Vous sortez de l'école, vous avez plein d'atouts en poche. La seule chose qu'il faut valoriser, c'est vous êtes vraiment un atout. Donc, à l'école, on va toujours vous dire il faut faire mieux, ce genre de choses comme ça. Là, c'est vraiment il faut vraiment valoriser tout ce talent que vous avez construit et rentrer et être audacieux. Et ayez confiance en vous. Le monde est à vous.
il y a plein de choses qui changent en ce moment. On est, comme moi, j'ai commencé ma carrière dans le début des années 2000, fin 90. C'était le début des dot-com. Il y avait plein de choses, il y avait plein de startups, plein de trucs comme ça. Et là, on est en fait dans cette phase encore, avec Covid, la pandémie, il y a besoin beaucoup de votre talent. Donc allez-y. Il y a plein de choses à réinventer, à inventer, à transformer. Et c'est le moment mon conseil, c'est le moment de prendre le risque. Vous n'avez pas la famille, vous n'avez pas les maisons et ce genre de choses. Allez-y, ayez confiance en vous. Et puis, vous avez beaucoup de choses à apporter, en fait, au monde. Moi, dans ma carrière, après, j'ai fait d'autres petits trucs, des gros trucs, en fait. Par exemple, quand vous venez à Londres, quand vous passez par le passeport biométrique, c'est moi qui étais l'architecte. C'est moi qui l'ai fait live. On a commencé avec des petits pilotes et des choses comme ça. Donc, le passeport biométrique, j'ai fait des grosses livraisons. Par exemple, si vous êtes un client HSBC, j'étais le solution architect derrière le mobile app. On a été obligé de rationaliser 52 pays et leur payment system pour faire une interface unique et plein de choses. Donc, dans les grosses sociétés comme nous, j'ai fait des grosses transformations. C'était un peu ma spécialité. Et la seule raison, c'est que il y avait la qualité INSA derrière, quoi, la qualité du raisonnement, la qualité des concepts. Donc oui, Londres c'est facile dans le sens où les gens sont assez ouverts. C'est, comme je le disais avant, c'est pour les femmes, je pense que c'est plus facile aussi. Il y a plus d'opportunités, plus de fluidité. Les gens sont ont moins peur du risque, en fait. En France, on a tendance, et ça c'est valide pour les entrepreneurs et pour les gens qui ont envie de changer les choses et aller faire leur marque plutôt que de suivre, en fait. C'est beaucoup plus facile à Londres de faire sa marque que d'arriver en France où on va être peut-être un développeur et ça va prendre du temps et c'est assez hiérarchique et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un beau tremplin. Quelque chose qui me plaît beaucoup aussi à Londres, c'est qu'il y a beaucoup plus de mélange de talents. Parce que bon, c'est vrai que nous, on est quand même en France, on a quand même une culture les ingénieurs, c'est la voie royale. Et en Angleterre, ils n'ont pas ça. Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui ont fait Oxford ou Cambridge en politique ou en anthropologie ou des choses comme ça, qui en fait sont là pour définir du changement. Et ce mélange de talents, en fait, c'est assez important parce que c'est ce dont on a besoin pour réinventer la 4e Industrial Revolution, on dit chez nous. Mais bon, en général, quand on va à Londres, les Anglais sont un peu plus fluides sur leur marketing. Il y a beaucoup plus de sweet talkers. Donc, moi, la communication, c'est un souci pendant un petit moment où il faut vraiment apprendre à choisir ses mots et tout ça. Donc, voilà, un petit peu un tour de... Très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Audace, confiance, donc les opportunités sont nombreuses. Merci à nos 3 ambassadeurs. Je me tourne maintenant vers Mireille Ducassé parce que je vois que les questions sont déjà nombreuses. Mireille, à toi pour la première question. Donc, je pense que ça serait bien de commencer par une question à Cyril qui va correspondre plus à nos étudiants. C'est comme vous êtes le plus jeune sorti sur le marché du travail, c'est comment vous avez abordé votre sortie de l'INSA? Alors moi, c'était le stage de fin d'études, en l'occurrence. Forum entreprise de l'INSA Centre-Val-de-Loire où j'ai rencontré l'entreprise qui m'a proposé un stage de fin d'études en 5e année, qui ensuite m'a proposé un CDI, ensuite mon manager est parti de la société, je suis parti aussi et aujourd'hui c'est encore mon manager. On s'est retrouvé chez Uniqlo, voilà. Donc non, mon conseil c'est les forums entreprises, même si ça peut paraître barbant à l'école, allez-y parce qu'on rencontre plein d'entreprises intéressantes. Et après, LinkedIn et faites du réseau, même si vous êtes jeune dans votre domaine, etc. N'hésitez pas à participer à des
à des webinars, alors à l'époque il y avait des apéros, des conférences, etc. Mais il y a toujours plein d'opportunités, je pense, d'aller rencontrer des gens de notre domaine et se faire du réseau. Et c'est comme ça que moi j'ai eu pas mal de propositions de travail. Mireille ou Arthur, vous enchaînez sur d'autres questions? Oui, je vais laisser Arthur avait une question pour Cyril, donc je vais la laisser, la poser. Merci beaucoup. Oui, du coup, je voulais vous demander, par rapport à votre arrivée à Londres, qui est du coup, je pense, un univers professionnel totalement différent de ce qu'on peut trouver en France, déjà majoritairement, parce que c'est une capitale qui a une influence voilà, mondiale. Et je voulais savoir comment était votre pouvoir de décision par rapport à la compagnie lorsque vous êtes arrivé, justement. Alors, pour ma part, c'était de la création d'un département, donc c'était très vite avec beaucoup de pouvoir de décision, dans le sens où il fallait créer une équipe, fallait gérer un budget, fallait faire découvrir le département à toute l'entreprise au niveau Europe. Donc, pour moi, ça a été très rapide de travailler avec directement le directeur européen. Enfin, je travaille avec le directeur européen de Uniqlo euh, très rapidement. Donc, ça a été très vite une évolution pour moi et c'est pour ça que je suis parti à Londres parce que j'aurais pas pu avoir ça en restant en France avant encore quelques années d'expérience, des petites étapes à monter, de gérer une petite équipe, de parler d'abord à un directeur des départements, ensuite à un sous-directeur et ensuite à un directeur de l'entreprise. Là où à Londres, j'ai pu directement rentrer à un niveau de discussion qui était beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup pour votre réponse. Et alors, je vais poser peut-être une question à Guilhem. Là, on a l'impression, en vous entendant, que pour monter une start-up, il faut vraiment partir de France. Et il y avait une question d'un étudiant qui dit, mais est-ce qu'avec le Brexit, ça va toujours être aussi vrai ou facile? Euh, alors, j'ai pas, on va dire, j'ai rejoint un projet, donc c'est pas moi qui ai vraiment porté le projet initial, même si j'ai fait partie des 3 premières personnes. Donc, si j'ai beaucoup porté le projet, mais je pense que les mentalités quand même ont pas mal évolué. Il commence à y avoir de plus en plus d'entrepreneuriat. Euh, il y a quand même une facilité en France. Je veux dire, quand vous pouvez toucher votre chômage et être payé avec votre chômage pendant une certaine durée, on peut prendre ça comme une opportunité et s'en servir pour monter une entreprise. Je dirais plus que c'est la culture globale et l'état d'esprit qui ouvre des portes parce que justement l'aversion au risque est beaucoup moindre. Le regard sur l'entrepreneur n'est pas le même. Je donne un exemple parce que je suis vraiment passé par des hauts et des bas et j'ai tendance à dire, en France, vous vous êtes planté dans votre startup, c'est vu comme un échec. En Angleterre, ça va être vu comme une bonne expérience. Et je dirais qu'à San Francisco, c'est vraiment vu presque comme un succès parce que vous avez levé de l'argent. Et en France, on va peut-être moins vous permettre, vous pardonner l'erreur. Et on va avoir peut-être un mindset un petit peu plus autocontrait et voir les choses un peu moins en grand, avec un peu moins d'ambition, pensant qu'on ne peut pas retourner des montagnes. Et dans la culture anglo-saxonne, il y a toujours ce petit rêve américain, on peut aller retourner des montagnes. Donc, je dirais que tout est possible n'importe où, c'est d'avoir l'état d'esprit qui change, et l'état d'esprit, on peut se le forger soi-même, mais on peut aussi être aidé par un environnement qui aide. Merci. Arthur, une autre question? Oui, du coup, je voulais également savoir quelles étaient les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de vos premiers jours à Rennes, surtout dans une entreprise professionnelle comme celle-ci, si vous avez pu les surmonter, comment? Merci. Oui, encore une fois, on voit comme des problèmes, des choses qui sont des points de détail. Il suffit juste de prendre le problème et de le retourner. Et tous ces petits soucis initiaux, une fois qu'on a sauté
tout paraît des montagnes quand on est jeune et qu'on arrive et qu'il faut trouver un appartement en anglais, etc. Et puis en vrai, bah, les Anglais sont hyper accueillants, la conversation est facile. Les démarches administratives sont généralement plus simples qu'en France. Et au final, on a besoin d'assez peu. Alors, on avait besoin d'assez peu de choses. Je ne me suis pas mis à jour avec les nouveautés avec le Brexit, mais on avait besoin d'assez peu de choses en arrivant. Donc, c'était des faux problèmes. Après, je ne vais pas mentir, on avait les moyens aussi financiers de s'installer correctement pour se focaliser sur le travail. Donc, on ne va pas se mentir. Je dirais que c'est peut-être plus facile quand on est jeune, le coût de la vie, en tout cas d'un point de vue des loyers, est très, très, très élevé à Londres. Et du coup, quand on est jeune, c'est plus facile de trouver un premier boulot qui sera mieux payé qu'en France. Mais par contre, on aura peut-être à faire de la colocation, des choses comme ça. Mais c'est des super expériences de vie et de réseau. Donc, je dirais que les seules vraies barrières à ce moment-là, peut-être. Et si je peux rajouter, moi je suis très d'accord avec Guilhem en fait, dans le sens où souvent on va trouver des salaires en Angleterre, parce que je le sais, parce que aussi on transfère des gens d'Angleterre en France ou des choses comme ça. Les salaires en Angleterre en général sont beaucoup plus élevés qu'en France. Les coûts, les loyers, ce genre de choses sont aussi plus élevés. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la colocation et ce genre de choses au départ pour commencer. Nous, par exemple, à Accenture, on a commencé parce qu'on a besoin de beaucoup de talent. On est dans une phase où on a besoin de beaucoup d'ingénieurs et des gens qui font de la techno. À réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour offrir des visas aux gens pour pouvoir les faire venir parce qu'on n'a pas le talent local. Donc, je pense qu'il y a pas mal de ces problématiques aussi qui seront prises en compte par les sociétés aussi si vous envisagez de faire un parcours un peu plus classique que d'aller faire une start-up. Merci. Peut-être une question plutôt pour Laetitia. Est-ce qu'une carrière de recherche est envisageable à Londres? Après, les autres, si vous avez des informations, hein, allez-y aussi. Mais... souvent, la recherche, en fait, c'est plutôt Oxford, Cambridge, en dehors de Londres. Parce que c'est des choses qui ont... là, moi, je vois un petit peu dans notre société... Souvent, les centres de recherche sont pas nécessairement en plein milieu de la capitale. C'est possible, évidemment. Il y a plein d'opportunités et il y a plein d'universités, ce genre de choses, ou Imperial College, Turing Institute. Là, si vous allez regarder sur mon LinkedIn profile, on offre 6 PhD en collaboration avec le Turing Institute en ce moment. Donc oui, c'est possible, mais c'est plutôt une exception. S'il y a des vrais centres de recherche avec beaucoup de gens qui travaillent à résoudre un problème, c'est plutôt en dehors, les Oxford, les Cambridge et ce genre de choses. C'est mon expérience personnelle sur ce sujet. Ok, merci. Arthur, une question? Oui, donc ça s'adressait du coup à vous, Laetitia. Donc à l'INSA, il y a dans tous les INSA, de toute façon vous êtes au courant, il y a beaucoup de proximité avec le monde de la recherche et les laboratoires de recherche en général, donc avec le monde étudiant et également avec le monde de l'entreprise. Ici, notamment à l'INSA Rennes, il y a beaucoup de chercheurs et de doctorants qui sont aussi autant à l'INSA qu'à Orange ou à Thales ou autre. Est-ce qu'il y a cette proximité-là, cette proximité-là avec les chercheurs et avec le monde de la recherche, globalement avec le monde industriel, donc à Londres? Oui, complètement. Par exemple, moi, dans mon domaine qui est la donnée et l'intelligence artificielle,
Il y a beaucoup de proximité. On travaille beaucoup avec les universités, par exemple. On travaille avec les Alan Turing Institute. Donc, Alan Turing, c'est lui qui a quand même fait la définition de ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, il y a plein d'opportunités. Après, il y a le centre d'éthique de l'AI qui pousse des sujets de manière assez poussée. Donc, on essaie toujours, en fait, on est dans cette 4e industrial revolution. Donc, il y a plein de choses à faire. Et une des choses à faire, c'est de réinventer un petit peu l'entreprise, les business process qu'on offre aux gens et tout ce genre de choses. Et en fait, quand on pousse l'innovation, on a toujours besoin de gens qui font de la recherche, des gens qui sont un peu plus appliqués, qui connaissent le métier existant, et puis des entrepreneurs, et de faire un beau mélange. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai un projet en ce moment où on utilise de l'intelligence artificielle pour avoir des assistants vocaux qui font de la vidéo pour des personnes âgées en Angleterre, parce qu'ils sont très isolés avec Covid et puis ils savent pas se servir d'un ordinateur. Donc en fait, il faut quelque chose de très simple pour eux, pour qu'ils puissent communiquer, soit avec les communautés locales ou avec leur famille. Et je travaille avec l'université de Cardiff dessus, qui est un Center for Aging et qui fait tourner des projets sur l'isolation sociale et ce genre de choses. Après, nous, on apporte le côté intelligence artificielle et après, on travaille avec les acteurs locaux, en fait, qui s'occupent de ces gens. Donc, on crée vraiment un nid d'innovation où on mélange beaucoup les choses. Et ces consortiums, en général, ils sont très appréciés par le gouvernement, par les industries. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été lancées. Theresa May, quand elle est juste avant de partir, elle a lancé ce qu'elle a appelé les Grand Challenges, donc des grands challenges, un peu comme les grands travaux après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y en a un qui est sur l'intelligence artificielle, un qui est sur la mobilité, un qui est sur healthy aging, donc les sociétés vieillissantes et ce genre de choses. Et en général, ces projets-là, ils regroupent toujours des gros de l'industrie, de la recherche, des universités, et ils mélangent un peu tout en fait. Donc oui, il y a l'opportunité. Je ne sais pas si on a encore le temps, Marie-Pierre, pour une question, mais il y a quand même pas mal de questions qui tournent autour de ça. C'est qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes étudiants qui souhaiteraient réaliser leur projet de fin d'études à Londres? Alors, un de vous trois ou les trois? N'hésitez pas, moi je reçois pas mal de... n'hésitez pas à utiliser le réseau, le réseau INSA, le réseau des parents. Il y a pas mal de groupes. Il y a pas mal de groupes qui sont formés sur... ça dépend ce qui vous intéresse et là où vous voulez le faire, mais il y a pas mal de groupes, de consortiums qui sont déjà formés. Par exemple, à Londres, il y a des groupes sur l'éthique ou il y a des groupes sur national aging ou des choses comme ça. Et essayez de vous embarquer dans ces choses-là, vous ferez un réseau et c'est plus facile de demander. Je pense que ça ne sera pas un problème parce qu'il y a un gros shortage de talent, un gros déficit de talent en ce moment, juste maintenant. C'est tellement difficile pour nous d'avoir le bon talent que d'habitude de prendre des gens en projet de fin d'études, ça nous coûte parce que du coup il faut les former et puis ils vont partir mais je pense que là du coup il y aura beaucoup plus d'appétit des grosses sociétés pour prendre des gens en projet et de faire l'effort, ouais, même du visa. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour nos étudiants. Arthur, vous avez une question que vous voulez sortir du paquet? Oui, alors, c'était une des questions donc, qui s'adresse plutôt à vous trois sur les boîtes, les entreprises anglaises. Ce qu'ils avaient de commun avec les grandes entreprises françaises sur les process lourds, s'il y avait les mêmes enjeux de compétitivité technologique, etc. Voilà.
Si je me permets de commencer, pour ma part, je travaille dans une boîte très japonaise pour le coup, donc je ne vais pas pouvoir donner plus de détails sur, on va dire, l'entreprise peut-être typique anglaise par rapport à une entreprise française, mais je pense que le fait d'être dans une entreprise internationale, on a peut-être moins, enfin en tout cas au UK, on a moins de contraintes du code du travail français, entre guillemets, dans le sens où on a moins de work council, je n'ai même plus le mot français, mais tout ce qui est les syndicats, les choses comme ça. Donc, en fait, de base, il y a un peu moins de rigidité, je trouve, sur certains projets, sur des changements dans les entreprises. Les process de changement sont souvent beaucoup plus efficaces et rapides de ce que j'ai pu voir, en tout cas, moi, dans une société très internationale. Après, je pense qu'il est difficile de faire, on ne peut pas faire une règle générale. Je dirais globalement, ma sensation, parce que bon, pour le coup, moi j'ai travaillé dans ma boîte, mais j'ai un peu de réseau et d'anciens employés qui se sont dispatchés dans Londres. Donc on peut pas faire de généralité. Je dirais globalement, je pense que les process sont un peu moins lourds, mais ça c'est dans la culture, ça se ressent aussi dans l'administratif. Voilà, après, il faut quand même pas se leurrer sur le fait que quand une boîte grandit, les process, c'est quelque chose d'indispensable. Donc ça, il y en aura partout. Après, ce qui est très important, c'est la culture de l'entreprise. Et les cultures peuvent varier beaucoup entre une banque et Facebook. La culture peut être très, très, très différente. Imaginez qu'un groupe de la taille de Facebook, moi j'ai fait des entretiens très avancés chez eux, je parlais avec des développeurs. Un développeur a la possibilité chez Facebook de développer quelque chose le matin et de l'avoir en production l'après-midi. Je me défie de trouver beaucoup de banques qui font ça. Et ça, c'est complètement ahurissant et ça vient uniquement des core values de l'entreprise qu'ils expriment à tous les niveaux dans l'entreprise. C'est-à-dire, dès le recrutement, ils font attention à ce que ces valeurs-là soient bien respectées. La partie, tout ce qui est intégration, respect des personnes, etc., c'est quelque chose aussi de processisé dans ces boîtes-là. Donc, le respect de la personne, des femmes, etc., c'est quelque chose sur lequel ils sont très à cheval dans les grandes structures et c'est aussi un bénéfice. J'ai un ami qui travaille chez Twitter. Les process de recrutement sont très carrés, mais sont hyper respectueux et équitables. Il n'y a que votre compétence et votre confiance qui vont rentrer en jeu. Donc, on peut pas faire. C'est pas une règle unique. Je dirais globalement, c'est un peu plus léger. Après, ça va être d'une entreprise à une autre. Si vous venez dans une petite start-up comme la nôtre, non, les choses sont pas rigides. Vous avez beaucoup d'ownership. Mais en Angleterre, globalement, si vous faites vos preuves une fois, on vous donne de l'ownership et vous pouvez l'acquérir très vite. Et comme ça a été dit, la capacité à gérer des problèmes et à résoudre des problèmes qu'on nous inculque à l'INSA est beaucoup plus importante qu'on le croit. Voilà, moi, j'ai fait des études aux États-Unis à la fin de mon cursus. Exactement la même sensation que ce qu'a partagé Laetitia. Des devoirs qu'on m'a rendus où j'avais 80 sur 100 valaient à 5 ou 6 à la maison, quoi. C'était voilà, vous travaillez comme un fou et vous vous trouvez devant un QCM à la fin du trimestre avec juste des cases à cocher. Vous vous rendez compte qu'on n'est pas dans donc forcément vous pouvez facilement faire vos preuves, monter, avoir l'ownership. Voilà. Par contre, faut travailler, il faut faire ses preuves comme partout. Oui, je suis assez d'accord. Pardon. Oui. Je ne sais pas si on a le temps, mais je suis assez d'accord avec. En général, ce qui est différent en Angleterre, c'est que souvent, en France, on a plus l'esprit de perfection technique et ce genre de choses. Et on va plutôt dans la perfection. Et ça, on nous l'inculque aussi à l'INSA. Et c'est bien, mais c'est plus pour le long terme. Donc, c'est important. C'est pour ça que les trains en France, ils marchent mieux qu'en Angleterre.
at scale, on est quand même perfectionniste. Mais par contre, on met beaucoup plus de temps à aboutir dans nos projets parce qu'on essaie de calculer, on est vraiment dans des modèles mentaux très exigeants dès le départ. Alors qu'en Angleterre, la prise de décision est plus rapide, mais elle est plus balancée. C'est-à-dire que c'est pas juste du technique, c'est du commercial, et donc, du coup, on est moins exigeant au départ parce qu'on veut aller vite pour voir si ça marche. Parce que finalement, comme disait Guillaume, il y a beaucoup de valeur dans l'expérience. Parce que souvent, quand on conceptualise de trop, surtout de nos jours, quand on est dans une société où tout change. Donc là, on est dans le Covid, on a des C-suites qui nous demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire et tout le monde essaie de comprendre ce qu'on doit faire, mais on ne sait pas exactement ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Donc l'important, c'est d'aller vite en production, d'essayer de voir comment ça marche et de pivoter les idées. Et le modèle de la perfection, ça marche pas parce que ça prend trop de temps. Et en fait, de la perfection qui marche pas et que les consommateurs n'utilisent pas, on peut se planter parce que on est vraiment dans un monde en grande transformation. Donc en fait, ce que j'aime bien moi dans le modèle anglais, c'est ce pragmatisme. Et cette balance, en fait, de regarder non seulement la technologie, mais le côté humain, le côté commercial, et d'y aller et de voir un peu comment ça marche et de le peaufiner. Tout l'art de tout ça, c'est aussi d'avoir un scale-up plan in the background, c'est d'avoir en fait un plan derrière pour pouvoir, quand c'est le moment de faire un scale-up et de monter à l'échelle, de le faire bien. Et ça, les Anglais ne savent pas toujours bien faire parce qu'ils n'ont pas ces fondations comme nous, on peut avoir quand on fait beaucoup d'ingénierie et qu'on a l'esprit assez carré et qu'on comprend où vont être les problèmes avant qu'ils arrivent, quoi. Donc c'est un petit peu dans la culture, je pense que c'est plus léger au départ, mais et que notre talent en tant qu'Insalien, c'est vraiment dans aller vite au départ et avoir ces bonnes idées, mais aussi pouvoir les porter à un niveau supérieur après, quoi. Ok, il y a peut-être Marie-Pierre le temps pour une toute petite question quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions très rapide, ouais. Autour du Brexit. Et qu'est-ce que vous pensez que le Brexit va changer sur la recherche d'emploi pour les nouveaux arrivants, que la recherche de stage, la recherche d'emploi? S'il y a quelqu'un qui peut faire une réponse rapide. Pour la recherche d'emploi, je ne sais pas. Moi, je sais qu'on est en train de... Oh, excuse-moi, Cyril, tu voulais parler. Vas-y. Non. Je sais que nous, déjà, on regarde, on n'a pas assez de talent en Angleterre. Donc, déjà, par définition, on est en train de regarder comment est-ce qu'on va faire pour avoir des massifs, des gens qui s'occupent de gérer les visas, des gens qu'on recrute, parce qu'on ne va pas pouvoir sinon. Donc, je pense que pour un emploi, ça ne va pas être un problème. C'est toujours mieux, en Angleterre, ils favorisent l'expérience aussi. Donc, avoir un diplôme d'ingénieur, c'est super, mais faire partie des forums, avoir cet entrepreneuriat visible dans la société, c'est aussi quelque chose qui rajoute un peu à votre CV. Ils n'aiment pas toujours les CV qui sont juste scolaires, en fait. Ça peut peut-être être un peu plus difficile pour les projets de fin d'études parce que c'est un peu plus court et ça fait plus d'investissement pour les sociétés, mais pour la recherche de nouveaux emplois, je pense que c'est pas un problème du tout. Ça va pas être un problème pendant longtemps. Pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Guilhem, pardon. Rapidement. La situation, je pense qu'elle est plus impactée à l'heure actuelle par la pandémie que par le Brexit, même si le Brexit va poser des petits soucis qui vont se régler sur un an ou deux. Et moi, je crois surtout que le côté entrepreneurial de la culture anglo-saxonne fait qu'ils partiront plus fort et plus rapidement que la France. Même déjà là, maintenant, dans les 2 rues à côté de moi, il y a la moitié des magasins qui sont transformés en épicerie pour pouvoir vendre des biens de première nécessité plutôt que de rester avec des magasins fermés. Donc, même quand la dynamique est au plus bas, ils arrivent encore à entreprendre. Donc, dès qu'ils vont pouvoir, ils vont redémarrer. Et comme a dit Laetitia, ici, ils sont friands de talent et les visas, entre guillemets, c'est de la paperasse. Quand on a quand on a la volonté, on trouve les solutions et voilà, des 2 côtés. Donc, je pense que je ne suis pas trop inquiet pour l'Angleterre. Pour leur rayonnement international et pour leur savoir-faire.
Alors cette fois, je reprends la main. Merci à tous les trois pour ces exposés très enrichissants. Laetitia, Guilhem, Cyril, en 2, 3 mots-clés, quel serait le dernier message que finalement vous souhaitez transmettre à nos élèves ingénieurs ce soir? Des mots-clés. Alors, si c'est moi qui commence, vous êtes des rockstars, osez. Vas-y, Cyril. Guilhem? Ou j'y vais. En fait, c'était un peu la même chose, ce que je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est vraiment prenez des risques, essayez de, enfin, prenez conscience que la plupart de vos barrières sont des barrières mentales et j'ai appris une méthode de management sur le terrain que j'ai trouvé assez incroyable. C'est vous mettez les gens, vous les faites sauter dans la piscine, ils savent nager ou savent pas nager, et vous verrez qu'en fait, les Insaliens nagent plutôt bien. Non, je compléterais en disant, je pense effectivement, une fois que vous savez que vous êtes des rockstars, vous aurez toutes les portes ouvertes et enfin, faites du réseau et ne pensez pas que vous êtes trop junior ou trop jeune ou trop inexpérimenté pour aller discuter avec des gens ou des directeurs ou des gens qui ont plus d'expérience. Si vous avez quelque chose à leur apporter, ils ont quelque chose à vous apporter, donc il y a forcément une discussion qui va se faire. Bien, merci beaucoup pour ces derniers messages. Avant de clore cette session, je voudrais lancer un petit sondage qui s'adresse d'abord aux étudiants, mais pas que, à tous les participants. Et d'avance, merci pour ce feedback parce que ça nous sera précieux pour les prochaines éditions. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn. Vous retrouverez justement toute la programmation sur les posts du groupe. Je vous laisse quelques secondes encore pour remplir ce questionnaire et je voudrais déjà formuler des remerciements. Merci à toute l'équipe projet, donc Arthur, Mireille, Samuel. Merci également à Véronique Deruel, qui est la directrice de la communication du groupe INSA. Et merci donc à toute son équipe. Merci également à INSA Alumni et les associations avec lesquelles on essaye d'avancer et de collaborer de manière toujours plus étroite. Georges, merci. Merci à nos chers diplômés, bien sûr. Et merci à vous, les étudiants, pour justement votre participation très active ce soir et ces échanges donc très inspirants. Alors, j'évoquais en début de séance un rendez-vous mensuel, donc à vos agendas, et cela ne va pas vous surprendre, mais le prochain talk du mois de mars sera consacré aux femmes ingénieurs, donc le 18 mars, date à retenir. Et enfin, j'évoquais déjà en début d'année encore une conjoncture toujours complexe, toujours pesante, et malgré tout, je me permets de reformuler à nouveau des souhaits de sérénité, de mobilité internationale pour vous, les étudiants, pour tous les acteurs aussi des relations internationales qui œuvrent au quotidien, et je sais qu'il y en a parmi vous ce soir qui nous écoutent, œuvrer justement pour la mobilité des étudiants, pour l'internationalisation de nos formations. Alors, où vous soyez, à New York, en Suisse, j'en ai vu, à Londres, bien sûr. Bonne journée, bonne soirée à tous. Bonnes vacances à tous ceux qui peuvent en prendre. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous INSA Talks. Bye bye. Merci à tous, au revoir. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir.